À la London School of Economics, pendant la Semaine d'action climatique de Londres, Acharya Prashant a rejoint une conversation mondiale sur l'un des défis les plus urgents de notre époque, la crise climatique. Notre façon d'aborder la crise climatique ne réussira tout simplement pas. La Semaine d'action climatique de Londres est le plus grand festival climatique urbain d'Europe et l'un des plus grands événements climatiques indépendants au monde. Elle réunit certaines des voix les plus influentes sur le climat pour aborder une question qui va au-delà de la science et des politiques. Comment changeons-nous notre mode de vie, notre façon de penser et d'agir face à une planète en mutation? Sous chaque conversation que nous avons eue sur le capital, le talent, les économies et la résilience se cachent des questions plus profondes sur la conscience, la responsabilité et notre relation avec la nature et notre environnement. Pour nous aider à réfléchir à ces questions, j'ai le grand privilège d'inviter Acharya Prashant, philosophe et auteur renommé, à prononcer notre discours de clôture. Parce que nous pensons que cela a principalement à voir avec la planète, avec le dioxyde de carbone, avec les océans, avec les glaciers. Nous pensons que la crise se trouve quelque part là-bas. Nous ne voyons pas que la crise réside avant tout dans ce qui brûle en permanence à l'intérieur. Et pour que cette chose intérieure brûle, ce qui est nécessaire, c'est une combustion en dehors de nous. Lors de ma tournée au Royaume-Uni, j'ai constamment souligné que seule l'éducation de masse du soi nous apportera des résultats. La technologie et les politiques sont nécessaires, mais elles ne sont pas du tout suffisantes. Ce ne sera pas suffisant. Et c'est la malédiction de la planète. Et c'est ce qui nous pousse vers notre probable destruction et notre extinction éventuelle. Content d'être ici et je vois que j'ai... Venez simplement à la fin de la session. Je suis sûr que vous avez déjà discuté et réfléchi à plusieurs reprises sur le sujet ou quelque chose de similaire. Je vais voir comment rassembler tout ça pour conclure. Ouais, s'il te plaît. Nous savons que les 3 dernières années, la température moyenne mondiale est déjà de 1,5 degré, soit plus de 1,5 degré au-dessus de la normale. Nous savons également que les 11 dernières années sont les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées. Nous savons également qu'au cours du dernier siècle, le niveau des océans a déjà augmenté de 20 cm et qu'il augmente actuellement de 4 mm par an. Tout cela nous est bien connu. Nous savons que si nous voulons respecter l'objectif de l'accord de Paris de 1,5 degré, il ne nous reste qu'environ 170 milliards de tonnes d'émissions, alors que nous en produisons plus du quart chaque année. Ces faits sont bien connus. Ce n'est pas que nous manquions de faits. Nous manquons probablement de compréhension quant à l'origine des émissions. Il est en quelque sorte pratique de supposer que les émissions proviennent d'un moteur, d'une industrie, qu'elles proviennent de la déforestation ou de la viande. Mais nous oublions de regarder ce qui se trouve derrière le moteur. Nous négligeons ce qui se cache derrière la hache. Nous voulons croire que c'est uniquement l'activité humaine qui est responsable de l'augmentation des températures et d'autres types de bouleversements climatiques, qui ne se limitent évidemment pas à la température et au niveau de la mer. Mais quel type d'activité humaine? Pendant longtemps, nous ne voulions même pas croire qu'elle était d'origine anthropique. Maintenant, nous venons d'admettre que, oui, c'est l'activité humaine qui est à l'origine de tout cela. Mais encore une fois, quel type d'activité humaine? Cela n'est pas précisé. Cela n'est pas, étudié. L'activité humaine ne répond pas à un besoin,
ni à un besoin physique, ni à un besoin civilisationnel réel. Cette activité humaine est celle qui découle du vide intérieur d'un vide psychologique. Et ce vide psychologique ne peut tout simplement pas être comblé par des mesures extérieures. Ce vide psychologique est fondé sur une croyance intérieure erronée selon laquelle la consommation extérieure permettrait, d'une certaine manière, de combler le vide intérieur. Et il est tout aussi fallacieux de tenter de combler ce vide intérieur par des solutions externes. Cette vacuité intérieure, c'est ce que j'appelle l'ego. L'ego, pas au sens freudien, ni au sens de la fierté ou de l'arrogance. L'ego au sens du sentiment invisible du « je suis », du sentiment invisible du « moi ». Et c'est le véritable émetteur. C'est le véritable polluant. Permettez-moi de dire simplement que la crise climatique, c'est l'ego rendu atmosphérique. Nous ne réalisons pas ce qui, en nous, brûle continuellement. Et pour que cette chose intérieure brûle, ce qui est nécessaire, c'est une combustion à l'extérieur de nous. Nous regardons cette combustion, qui est sous nos yeux et accessible à nos sens, et nous pensons que des solutions externes, elles aussi sous nos yeux et accessibles à nos sens, fonctionneraient, alors que le véritable coupable ou le véritable patient se trouve à l'intérieur, et c'est celui que nous refusons de regarder. Au lieu de cela, ce que nous proposons, ce sont des solutions fabriquées par le patient lui-même. Appelez-les des solutions égoïques. Elles existent pour que l'ego puisse rester tel qu'il est, tout en bénéficiant d'une forme très sophistiquée de gestion de la culpabilité. Par exemple, la consommation de luxe, l'accent mis uniquement sur les mesures politiques, puis les technologies vertes. Ainsi, l'ego ne se regarde pas lui-même. C'est un réseau de croyances. Et il ne veut pas remettre celle-ci en question. C'est ce que je vais appeler l'ignorance. L'ignorance pas au sens d'un manque de connaissances. L'ignorance au sens d'un vaste réseau intérieur de fausses connaissances de soi. Fausses connaissances de soi. Je suis celui qui agit. Je suis celui qui agit. Je suis l'émetteur. La crise climatique résulte de ce que je crois être. Si je ne sais pas qui je suis, et que pourtant, je continue à ressentir un sentiment d'incomplétude intérieure, il est évident que je devrais m'efforcer de le résoudre d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas d'où vient ce sentiment d'incomplétude. Je n'ai jamais pris la peine d'examiner sa nature profonde, mais je l'éprouve néanmoins. Tout comme on ressent un mal de tête ou un mal de ventre, l'expérience est réelle. Le diagnostic fait défaut. Alors, on essaie toutes sortes de choses. Et c'est ce que l'humanité a toujours fait. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement à l'ère post-industrielle, pas seulement depuis que nous sommes passés de 280 parties par million à 430 parties par million. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est simplement que nous n'avons jamais eu la technologie ni les moyens économiques nécessaires pour mettre en œuvre notre destruction à grande échelle. Nous les avons désormais. Rien de nouveau ne s'est produit. L'homme a toujours été plongé dans une obscurité intérieure, une obscurité inutile, car nous pouvons y pénétrer. Et ce n'est pas une obscurité que la lumière n'a pas atteinte. C'est une obscurité sous la forme d'une peinture très sombre, que nous avons nous-mêmes peinte sur notre propre toile. Alors cela reste, à la mode, et tout à fait acceptable. Il est très courant, à travers les cultures, les nations, les civilisations et les religions, de simplement supposer que nous sommes des êtres humains, que nous sommes nés pour être heureux. Nous sommes nés pour être heureux. Et comment devient-on heureux? Par la consommation. C'est la philosophie populaire qui sous-tend chaque action humaine, aux quatre coins de la planète. Alors, je suis censé être heureux. Vous savez, êtes-vous heureux? Oui, vous êtes censé être heureux. Vous êtes censé être heureux. Vous êtes censé avoir confiance en vous. Et comment y parvenir? En consommant davantage.
en consommant davantage. Donc, l'ego consomme tout. L'ego consomme la planète. L'ego consomme les autres personnes. L'ego consomme les animaux. L'ego consomme même son propre corps, son principal hôte. L'ego consomme tout. Et l'ego est suffisamment sophistiqué pour consommer même les institutions. Institutions. Regardez, puisque je suis ici, regardez ce que produisent nos institutions. Et il est important que nous abordions cette question très franchement. Sommes-nous en train de former des personnes sages ou produisons-nous simplement des consommateurs plus sophistiqués, des égos plus efficaces, des personnes qui savent comment tirer le meilleur parti de la vie grâce à toutes sortes de consommations, dans un sens très très primitif. Tant que cela reste l'idéal de la vie, tant que nous continuons à accumuler des connaissances et un pouvoir extérieur, sans nous soucier de savoir qui nous sommes intérieurement, sans nous soucier d'être rigoureux, honnêtes et analytiques dans le domaine intérieur, restant des croyances, restant croyants, un genre très superstitieux de croyants dans le concept d'humanité. Qui suis-je? Je suis simplement un être humain. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et nous ne voulons pas aborder cette question. Et nos systèmes éducatifs, nos médias, la manière dont nous sommes élevés, nos familles, aucun de ces éléments n'est culturellement préparé à répondre à cette question. Alors, l'enfant grandit dans un environnement de grande superstition intérieure, et j'emploie ce terme avec précaution, étant donné que je me trouve ici dans un cadre éducatif. Oui, on peut être très instruit, on peut avoir de grandes connaissances externes, mais on peut toujours croire intérieurement en quelque chose qui n'a jamais été remis à l'épreuve. Et c'est ce que nous devons faire. L'éducation est la réponse. Lors de ma tournée au Royaume-Uni, j'ai souligné à plusieurs reprises que c'est l'éducation massive de soi-même qui nous apportera des résultats, parce que la crise climatique n'est pas une crise externe. Oui, évidemment, nous avons besoin de bonnes technologies. Nous avons besoin de technologies vertes. Oui, nous avons besoin d'électeurs éclairés, d'un électorat informé et de grands décideurs politiques. Mais la technologie et les politiques sont nécessaires, sans être pour autant suffisantes. Cela ne suffira pas, car la crise est principalement interne. Si nous n'y faisons pas face, nous nous berçons d'illusions. C'est évident. Nous ne sommes tout simplement pas sur la bonne voie, de quelque manière que ce soit, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et il n'y a évidemment aucun espoir à l'horizon non plus. Veuillez vous rappeler que tout ce qui doit être fait par l'être humain. Quel est ce sentiment de « je suis » ? Si ce « je suis » n'est pas correctement établi, s'il n'y a pas de regard intérieur, alors tout ce que nous faisons ne serait qu'une offrande à l'incomplétude intérieure. Vous pouvez avoir de grands intellectuels. Vous pouvez avoir de grandes institutions. Vous pouvez avoir de grands modèles académiques. Vous pouvez avoir de grands travaux de recherche. Vous pouvez avoir de grandes technologies, mais tous deviendront de la nourriture et du fourrage pour l'ego. Et c'est ce qui se passe. La manière dont nous abordons la crise climatique ne réussira tout simplement pas, parce que nous pensons qu'elle concerne principalement la planète, le dioxyde de carbone, les océans et les glaciers. Nous pensons que la crise se trouve quelque part là-bas. Nous ne voyons pas que l'ego est le polluant central. Nous nous disons « Oh, vous savez, la pollution est quelque part là-bas. » Non, non, non. L'ego est la pollution dans le corps. Et l'ego est le polluant de l'atmosphère. L'ego est cette chose. Quand je dis ego, je veux parler d'un sentiment du moi déplacé, faux, non examiné et invisible. C'est pourquoi je l'appelle la pollution intérieure. Parce qu'il n'a pas besoin d'exister. Et c'est précisément ce qui définit un polluant, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'exister. Il est pourtant toujours là. Donc, c'est ce qu'est l'ego. Parce qu'il existe inutilement à l'intérieur. Il fait toutes sortes de choses inutiles à l'extérieur. N'oubliez pas, et c'est la dernière chose que je voudrais souligner, que 60% de nos émissions,
proviennent de l'extraction et du traitement. L'ego veut extraire, l'ego veut traiter, l'ego veut emballer pour pouvoir consommer. Ce qui est pathétique, c'est que cette consommation ne rapporte absolument rien à l'ego. L'homme reste intérieurement aussi désespéré qu'il ne l'a jamais été. En fait, les cas de maladie mentale n'ont fait qu'augmenter avec toutes sortes de progrès. Nous avons donc détruit la planète. L'espoir est que la destruction comblera, d'une manière ou d'une autre, ce vide intérieur. Mais ce vide intérieur n'a pas été comblé. Nous avançons avec espoir et l'espoir ne produira pas les résultats escomptés. Nous devrons changer de direction et cela devra être un demi-tour historique car nous ne l'avons jamais fait auparavant. Mais cette crise, elle aussi, est d'une ampleur que nous n'avons jamais vue auparavant. Donc, si nous ne sommes pas prêts à regarder à l'intérieur, si nous pensons que l'éducation consiste à connaître ceci et cela plutôt que à regarder à l'intérieur tant que ce type de modèle éducatif perdurera, nous pourrons avoir des étudiants très instruits et des professionnels très compétents qui resteront pourtant très ignorants intérieurement. C'est la malédiction de la planète et c'est ce qui nous pousse vers notre probable ruine et disparition. Merci. Il vous suffit de télécharger l'application Acharya Prashant, puis de vous rendre dans la section Communauté, où vous trouverez des témoignages en direct, à raison d'un témoignage toutes les 5 minutes. Je vois des vies changer par milliers, voire par millions, chaque jour sous mes propres yeux. Nous le faisons. Nous l'avons vraiment fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 membres sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous aurez un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez accès à des séances en direct régulières, à des conversations quotidiennes exclusives avec Acharya Prashant, à la vibrante communauté Gita, à des examens de sagesse, à une sélection de nouvelles, à des livres audio, à des citations et à bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur le Google Play Store ou l'Apple App Store et téléchargez l'application dès maintenant.